Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce talk. Nous allons voir comment être à l'écoute de vos utilisatrices et de vos utilisateurs. Nous allons voir comment écouter le feedback, comment ramener ce feedback au sein de vos roadmaps pour vraiment améliorer les produits et comment faire tout ça en respectant leurs droits, notamment les droits de la vie privée. Alors pour ce faire, je vais essayer de mélanger de la psychologie, des composants React, GitHub et RGPD. Je m'appelle Christopher, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux @cme. Quelques petites précisions avant de commencer. Je vais probablement dire juste utilisateur 50 fois dans le talk. J'entends utilisatrice et utilisateur quand je dis utilisateur, mais je risque de faire des raccourcis. La deuxième chose, tout ce que je vais vous présenter, les slides et tout un tas de références seront accessibles dès la fin de la présentation en ligne. Alors j'ai commencé à faire du dev et à tomber dans la marmite d'être à l'écoute de mes utilisateurs dès ma deuxième application. J'ai développé une application métier très spécifique pour un utilisateur, mon père. Donc forcément, il a su se faire entendre comme utilisateur. Ensuite, j'ai travaillé en société de services, puis dans des startups où j'étais entre développeur et UX, mais sans avoir fait de formation spécifique à l'UX. Puis ensuite, ma carrière m'a amené chez Deezer, où je suis passé de quelques milliers d'utilisateurs sur mes apps au maximum à des dizaines de millions d'utilisateurs sur les apps dont j'avais la charge. Et aujourd'hui, je suis Cloud Advocate chez Microsoft. Et nos plus grosses applications ont plus d'1 milliard d'utilisateurs et on essaie quand même de les écouter. On ne réussit pas toujours, je sais, mais on essaie. Et durant cette présentation, je vais vous montrer des outils, des techniques, des process que j'ai mis en place ou que j'ai utilisés à travers toutes ces échelles-là. Donc normalement, vous devriez retrouver quelque chose, quelle que soit l'échelle de vos projets, que vous pourrez réutiliser dès lundi. Alors justement, si vous arrivez lundi matin au bureau ou sur Teams et que vous vous dites « Putain, Tourintech, c'était génial, alors il faut qu'on fasse de l'accessibilité, il faut qu'on s'écoute ses utilisateurs, il faut qu'on fasse du test, du DevOps, etc. » Il y a probablement quelqu'un autour de vous qui va vous dire « Non, mais attends, écoutez les utilisateurs, ça ne sert à rien. » De toute façon, Henry Ford l'a bien dit, hein, si on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, on leur aurait donné des chevaux qui couraient plus rapidement, pas les voitures, donc ça servait strictement à rien. J'aime beaucoup que les gens me répondent ça quand je parle de ça, tout simplement parce que, voilà, d'après Henry Ford, qui est quelqu'un qui a eu un certain succès, notamment business, ça ne sert à rien, sauf que Henry Ford n'a jamais dit cette phrase. Et vous avez en lien des articles de recherche, notamment un article de la Harvard Business Review, qui montre que Henry Ford n'a jamais dit cette phrase. Donc, dommage pour l'argument d'autorité. Deuxième exemple que vous pouvez ressortir à vos collègues, c'est un exemple d'Apple. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Apple fait de très bons produits, de manière générale, et qu'en termes d'expérience utilisateur sur les produits Apple, on est quand même parmi des choses qui se font le mieux dans le monde, et c'est un gars de Microsoft qui vous le dit. Mais des fois, il y a des loupés. On va voir une vidéo, je suis désolé pour les âmes sensibles, mais c'est une vidéo qui est un petit peu difficile à regarder, qui dure plus d'1 minute, de quelqu'un qui vient de s'acheter une Apple Watch et qui essaie d'appairer l'Apple Watch avec son téléphone. Vous voyez la personne, alors on ne voit pas son visage, mais on voit ses mains, bon, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de 80 ans. On va voir à un moment donné qu'il y a 3 téléphones sur le plan de travail, donc a priori c'est quelqu'un qui a accès à la technologie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va essayer pendant plus d'1 minute d'appairer et de suivre les consignes. Il y a marqué en anglais, on le voit, positionner l'Apple Watch dans le cadre. Bon, je positionne l'Apple Watch dans le cadre. C'est pas bien compliqué, je suis la consigne. Alors pour ceux qui n'ont pas, je vais passer la vidéo qui est quand même assez difficile à regarder, jusqu'à ce que quelqu'un l'ade, et que la personne qui avait un écran noir soulève le téléphone pour savoir en fait qu'il fallait faire comme un QR code et flasher son Apple Watch. Voilà. Et pourtant, on est face à quelqu'un qui, a priori, n'est pas en situation avancée d'illettrisme technologique. C'est quelqu'un qui a une Apple Watch et 3 iPhones, donc bon, a priori, voilà. Et là, c'est juste un problème de copywriting. Copywriting, c'est un métier qui consiste à rédiger des textes dans différentes intentions. Alors depuis, apparemment, Apple a changé le wording pour être plus clair.
Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile d'observer, de comprendre juste en étant dans un bureau. Parce que là, vous pouvez avoir tous les outils de monitoring de stats, l'appli, elle n'a pas craché, l'utilisateur, il a bien lancé l'application, il n'y a pas eu d'exception, et pourtant, il n'est pas arrivé à faire quelque chose. Et ça, on peut s'en apercevoir qu'en étant au contact de ces utilisateurs. Tout ça fait partie en fait de ce qu'on appelle l'expérience, et notamment l'expérience utilisateur. La manière dont nos équipes sont souvent constituées, elles sont constituées en équipes produits. On a le squad system de Spotify dont on parle très souvent, avec des squads par des feature teams, etc. Le problème, c'est que nos équipes, elles sont concentrées sur un produit ou une fonctionnalité. Alors que l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Je crois qu'on en parlait dans la keynote de hier soir. On est en train d'essayer de remplir un formulaire en ayant l'eau qui bout, le téléphone qui sonne, etc. Et si on n'est pas au contact de nos utilisateurs, à observer comment ils utilisent l'application, on peut faire la meilleure application du monde, mais qui ne fonctionne pas dans un certain contexte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi je fais ce talk dans une conférence de dev, qui est ou se revendique dev dans la salle et pas d'un autre rôle. Ok, donc 2/3 facile de la salle. Eh bien, je suis intimement convaincu que nous, les devs, on a une place de choix pour améliorer l'expérience utilisateur. Quelle que soit la situation de notre équipe. Quand j'entends quelle que soit la situation de notre équipe, ça veut dire que l'on ait ou que l'on n'ait pas la chance de travailler avec des UI et des UX designers. Pourquoi ? Parce que l'expérience, et notamment le bonheur des gens, c'est en fait la différence entre l'attente qu'ont les gens par rapport à une expérience et la réalité. Il y a deux moyens d'atteindre le bonheur. Le premier, c'est la version moine bouddhiste. On va accepter qu'on utilise une application qui est lente, qui ne marche pas et qu'on n'arrive pas à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire les moines bouddhistes devant leurs applis. Et donc l'autre solution, c'est d'élever le niveau de situation, de rapprocher la qualité de nos applis de ce qu'attendent les gens. Ça peut se faire par des grands changements. Et là, vous avez probablement besoin d'avoir des UX designers qui vous aident à faire ces grands changements sur certaines des applis. Mais ça peut aussi passer par de l'amélioration incrémentale. Je vous parlerai un petit peu plus tard des 1% qui mènent à des médailles olympiques. On vit dans une journée, on subit 120 micro-frustrations par jour. Si on est éveillé 12 heures par jour, ça veut dire que depuis le début de ce talk, malheureusement, vous avez déjà eu une micro-frustration. Voilà. Et en fait, ça peut être facile pour nous, les devs, de venir corriger des petites micro-frustrations dans nos applications. Et quand on sait que chaque humain en fait, a un quota de micro-frustrations par marque, eh bien, en fait, il ne faut pas beaucoup pour que l'image de marque de votre application ou de votre applicatif soit augmentée. Et des fois, ça tient à pas grand-chose. Ça tient à une pull request de quelques lignes. Et donc, c'est potentiellement à nous, les devs, de le faire. Alors, l'agenda pour le reste de cette présentation, c'est 3 parties. La première, c'est des outils et des techniques qu'on peut utiliser en tant que dev pour collecter du feedback. Je sais qu'il y a quelques UX dans la salle, on ne va pas parler d'aller suivre les utilisateurs dans leur quotidien, etc. Il y a plein de techniques qu'utilisent des UI designers qu'on pourrait emprunter. Ça nous ferait du bien, nous aussi, les devs, d'aller voir un peu les users. Mais je ne vais pas parler de ces techniques-là. Ensuite, on va faire un point sur comment, une fois qu'on a collecté tout ce feedback, c'est bien beau, mais comment faire en sorte que ça rentre vraiment dans la roadmap et qu'on le mette en prod. Et puis enfin, on fera un point sur comment préserver les droits et la vie privée des utilisateurs. L'objectif, ce n'est pas d'être la CIA, mais c'est juste d'améliorer leurs produits en respectant justement ces utilisateurs. Alors, on va commencer sur comment être à l'écoute de ces utilisateurs. Et pour moi, il y a 3 piliers pour être à l'écoute des utilisateurs. Les gens, les outils et les process. Je reviens sur la conf qu'il y avait juste avant dans cette salle. Les gens, les outils et les process pour délivrer de la valeur en continu, c'est la définition DevOps de Microsoft. Donc les outils, les personnes, on va commencer, pardon. La première chose, c'est qu'il va falloir développer un esprit empathique. Il va falloir se mettre en position d'être à l'écoute des gens. Et ça, malheureusement, c'est une compétence qu'il faut travailler. C'est un peu comme du sport. Et plus on la travaille, plus on devient bon dans l'écoute des gens. Et malheureusement, ce n'est pas un sport qu'on pratique depuis la plus petite enfance. Et
quand on est technique, en tout cas moi c'est un défaut que j'ai vu chez pas mal de mes collègues et chez moi-même, en fait quand on commence à avoir un utilisateur qui nous dit quoi que ce soit, on peut jumper un peu trop vite. Ah ben oui, c'est facile, je vais te faire un bouton, oui, je vais te faire quelque chose, oui, je vais te corriger le truc. Et pas vraiment écouter ce qu'a à dire la personne. Écouter, c'est pas forcément répondre. C'est être avec la personne, engager la conversation. En fait, c'est tout un tas de choses, écouter. Je vous ai mis c'est une petite comic strip de Works Chronicles, vous aurez la référence ensuite, qui explique quelques techniques pour être plus à l'écoute. Et c'est aussi très marrant sur le monde de la tech comme comic strip. La deuxième chose, c'est que vous pouvez faire, vous, l'effort. C'est un effort personnel. Vous ne pouvez pas arriver devant une équipe de produits ou de dev et dire « bon allez, tout le monde écoute maintenant ». Ça va pas fonctionner. Donc l'écoute, la culture de l'écoute et de l'empathie, c'est quelque chose qu'on doit travailler soi-même. Ensuite, si vous êtes le seul ou la seule dans votre équipe à faire ce boulot-là, ça risque de ne pas changer grand-chose. Donc il faut avoir une culture du feedback au sein de nos équipes. Et ça, il y a deux grosses choses dans la culture du feedback. La première chose, c'est faire la différence entre, quand on reçoit un feedback, entre la substance et la forme, la charge émotionnelle de ce feedback-là. Chez Deezer, on avait mis en place quelque chose, c'est que toutes les semaines, on lisait toutes les reviews de l'App Store. Donc déjà, on ne le faisait pas le vendredi pour passer un bon week-end. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il n'y avait qu'une personne dans l'équipe par semaine qui les lisait, qui ensuite faisait un compte-rendu aux autres, et on faisait ça à tour de rôle. Parce que je peux vous dire que quand vous lisez 10 feedbacks d'affilée qui vous disent « les développeurs sont vraiment nazes, il faudrait les virer », vous vous posez 2-3 questions. Et quand, après une cinquantaine de commentaires négatifs qui disent juste « c'est nul », donc vous ne savez pas quoi améliorer, que vous avez un dernier commentaire, 1 étoile, très bien. Voilà. Donc il faut séparer le contenu du feedback de « en fait, on est en train d'attaquer mon bébé, on est en train d'attaquer ce que j'ai fait moi, quoi ». Voilà. Et ça, c'est un petit peu difficile. Et la deuxième chose, c'est qu'on va le voir plus loin, comment intégrer le feedback dans nos roadmaps. Il faut qu'on ait un petit peu de support du management pour se lancer dans une démarche de ce type. En parlant de personnes, après on va voir les outils et les process, personnes, il faut savoir qu'il y a des équipes qui sont suffisamment grandes pour avoir des gens qui sont dédiés à l'écoute des utilisateurs. Je vous ai dit en introduction que j'étais Cloud Advocate chez Microsoft. Les advocates, en fait, on est des équipes dont la moitié du job, c'est d'écouter les développeuses et les développeurs et de remonter du feedback à nos équipes produits sur tous nos produits. Donc moi, en l'occurrence, je couvre Azure, Visual Studio Code, GitHub. Donc ça fait quelques produits. Vous avez un article d'un collègue qui explique très bien ce qu'on fait, notamment pour être à l'écoute des utilisateurs et de remonter ce feedback dans nos équipes produits. Alors ça, Advocacy Team, c'est fait pour les équipes qui ont un produit à destination des développeurs. Mais pour d'autres équipes, ça c'est le modèle Unfix, qui est un modèle qui commence un petit peu à être utilisé dans les startups. Et ils ont des crews, et une des crews, c'est Experience Crew. Et donc c'est une équipe en fait, qui est chargée justement de s'occuper de l'expérience des utilisateurs du produit de bout en bout. Donc ça dépasse le cadre d'un produit ou d'une feature. C'est sur l'ensemble de l'expérience que vit l'utilisateur en utilisant notre service. Donc ça, c'était pour la partie personne. Passons à la partie outils. Il y a plein d'outils que j'ai pu mettre en place en tant que dev, je le répète, pas en tant que UX. Il y en a beaucoup d'autres qui sont à notre disposition. Et donc, j'ai essayé de vous faire un petit graphique qui vaut ce qu'il vaut, avec est-ce que c'est à l'utilisateur de lancer le feedback ou est-ce que c'est au dev? Et puis, est-ce que c'est facile à mettre en place ou est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Et maintenant, on va faire un petit panorama de quelques exemples. Le premier, c'est une combinaison de deux choses, le feedback in-app et le feedback par email. Donc ça, c'est la bêta de Deezer pour Windows 10, qui est un gros changement pour Deezer parce qu'on réécrivait l'application de zéro et elle marchait à la fois pour téléphone, tablette, PC et Xbox. Donc ça fait quand même des périphériques qui sont super différents pour faire fonctionner la même appli, le même code. Et donc, ce qu'on avait fait dans les settings, quand on allait dans les settings, on avait un petit onglet envoyer un problème ou une suggestion, et on tombait sur ce formulaire-là avec est-ce que c'est un problème, un bug ou une suggestion, le titre, un texte, et ensuite, quand la personne a cliqué sur envoyer le feedback, ça ouvre le client mail et ça nous envoie tout simplement un mail à une adresse
vous voyez une adresse générique, en fait, Windows 10 bugreport@deezer.com, avec un petit fichier attaché, ce fichier qui nous donnait quelques statistiques, quelques infos sur l'application depuis laquelle on avait envoyé ce feedback. Donc c'est un JSON super simple à créer depuis à peu près n'importe quel langage, avec notamment le numéro de version de l'app, quelle est la plateforme, quelle est la résolution, pour essayer de comprendre un petit peu le contexte de cet utilisateur, parce qu'on ne l'avait pas en contact direct, donc c'était important d'avoir un petit peu des éléments de contexte. C'est quelque chose qui a super bien marché, tellement bien marché qu'on était 2 devs pour ce projet, qu'on se retrouvait avec 10 000 emails reçus en moins d'1 mois. Voilà. Donc on n'a malheureusement pas pu tous les traiter, donc ça c'était un petit échec. C'était un échec aussi parce que finalement, il y avait plein de gens qui attendaient des fonctionnalités, et comme c'était une version bêta qu'on a délivrée assez tôt, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Je donne un exemple tout bête, mais au début, on n'avait pas le support des radios. Au début, on ne pouvait pas ajouter de chansons dans sa playlist. On pouvait voir ses playlists existantes et lire ses playlists, mais modifier, éditer des playlists existantes, on ne l'avait pas encore développé dans la version bêta parce qu'on l'a sorti très très tôt. Et en fait, on a eu beaucoup de feedback de « Ah ben en fait, l'appli elle est très bien, mais il me faut cette feature-là ». Voilà. Et ça, c'était compliqué à traiter juste avec des mails et avec 2 personnes qui doivent faire tout le dev plus lire tous les feedbacks. Je change d'échelle. Microsoft Teams. Je sais qu'il y en a plein qui adorent Microsoft Teams dans la salle. Ben, en fait, on a une version, moi j'utilise la version bêta de Microsoft Teams, je vous promets, elle est bien mieux que la version actuelle. Et en fait, je peux passer à des moments donnés à la version actuelle. J'ai juste un petit bouton et puis je switch, je reviens à la version qu'on peut tous utiliser. Et ils ont détaillé un petit peu plus les catégories de feedback, et notamment avec fonctionnalités manquantes. Donc là, en fait, c'est très clair que la personne elle a juste besoin d'une fonctionnalité qui n'est pas encore implémentée. Ça peut même aider à prioriser quelle est la prochaine application, quelle est la prochaine fonctionnalité à apporter dans la nouvelle version. Alors, dans Microsoft Teams, là-dedans, nous, on a tout un système derrière de collecte de ce type de feedback. Je vais en reparler dans quelques instants. Mais en fait, même à notre échelle, on est 200 000 employés en interne. Ça, c'est une version de bêta privée de PowerPoint, avec laquelle j'ai fait ça, c'est le PowerPoint que je suis en train de vous présenter. Et en fait, si vous regardez en bas à droite, j'ai un petit icône, donner du feedback interne. Donc ça, c'est un bouton qui apparaît que si on est employé Microsoft. Et quand on clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Non, ça marche. Il se passe quelque chose. En fait, ça ouvre un nouveau mail. Ça ouvre un nouveau mail avec une adresse générique pour envoyer du feedback. Alors là, bien évidemment, c'est que à l'interne. Et derrière cet email-là, en fait, on a un espèce de système de ticketing pour organiser un petit peu les choses. Mais même à l'échelle de Microsoft, des employés Microsoft, donc 200 000 utilisateurs, on a un système de feedback in-app qui en fait fait juste envoyer un mail avec juste les infos de contexte. Et ça nous sert pour améliorer des produits comme Office qui sont utilisés par plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Donc c'est juste de l'email, juste un bouton, un mail to. Ça, je pense qu'on est tous capables d'implémenter en tant que dev un mail to dans une interface. Et ça nous permet déjà de collecter du feedback intéressant. Alors on va un petit peu plus loin dans certains produits Microsoft en ayant implémenté tout un système de micro-feedback. Le problème du feedback que je vous montrais jusqu'à présent, c'est que problème, suggestion, c'est super large, puis on a une grande case, les gens ils peuvent mettre n'importe quoi. Et justement, traiter ce feedback, peut-être que vous allez recevoir du feedback qui est intéressant, mais vous n'êtes pas prêt en termes de cycle de dev à implémenter tout et n'importe quoi. Par contre, si vous savez que dans 2 sprints ou au prochain trimestre, vous voulez par exemple modifier ou améliorer la recherche de votre application, ça peut être intéressant, avant de vous lancer dans le projet, de collecter du feedback auprès des utilisateurs en disant voilà, on s'apprête à modifier ça, qu'est-ce qui vous intéresse le plus si on améliore cette fonctionnalité? Et le fait d'avoir des feedbacks qui sont tout petits, donc ce n'est pas un formulaire où on vous demande de 25 réponses et de 3 pages de formulaire juste pour décrire qui vous êtes, et bien en fait, il y a un taux d'engagement qui est bien meilleur parce que finalement, là, c'est juste un clic à faire pour répondre au feedback. Là, c'est un feedback que l'on a sur un certain nombre de produits dans la console Azure, notre cloud. Quand vous supprimez une ressource, on va vous demander pourquoi vous la supprimez. Est-ce que le produit n'a pas marché? Est-ce que c'est trop cher?
ou est-ce que vous étiez juste en train de faire des tests, ou c'était du dev, donc forcément vous la détruisez. C'est normal que vous la détruisiez, ça fait partie du process de dev. Et ce n'est pas un formulaire, ce n'est pas un microfeedback qui est intrusif. Vous n'avez pas besoin de répondre pour supprimer la ressource. En fait, on s'est servi de l'écran de confirmation de suppression pour inclure un petit feedback utilisateur à l'intérieur. Donc on l'a dans la console Azure, on l'a dans Outlook. Ça, c'est une expérimentation qu'on a fait pas l'été dernier, l'été d'avant, quand on a retravaillé sur la recherche. Donc là, j'ai effacé les résultats de recherche que j'avais. Hein. Il n'y avait pas de résultats. Et en fait, si je clique sur oui, on va me demander si je suis prêt à submiter plus de feedback. Et si je fais OK, là, j'ai un écran de feedback contextuel. Et encore une fois, le micro-feedback, ce n'est pas général, oui ou non, est-ce que vous avez aimé ou pas aimé. C'est des questions très précises. Donc là, sur la recherche, est-ce que tu n'as pas trouvé de résultat? Est-ce que c'était lent? Est-ce que les résultats n'étaient pas pertinents? Etc., etc. Ça, pour arriver à le passer dans tous les produits Microsoft, à le collecter à une échelle telle qu'on l'a chez Microsoft, là, on a encore un autre exemple dans Microsoft Teams. Et en fait, on a développé une infrastructure de microfeedback. Ça veut dire qu'on a un service où nos programme managers peuvent aller créer une nouvelle campagne de microfeedback. Ils ont un ID. Et ensuite, on a développé des SDK. Donc là, c'est un exemple de notre SDK React. Mais on a la même chose pour de l'Android, de l'iOS, du Windows natif. Et en fait, le dev ou la dev a juste qu'à copier-coller ce snippet, à remplacer l'ID de la campagne de feedback, et c'est tout. Le feedback est intégré à l'app. L'idée, c'est qu'un PM, ou ça pourrait être un UX qui veut avoir plus d'infos avant de se lancer dans un redesign, eh bien, puisse ajouter du feedback sans que ça demande 5 jours au dev ou sans qu'il y ait à négocier quoi que ce soit, parce que c'est, encore une fois, une pull request qui prend 15 minutes à faire et tout le système est fait derrière, les reports sont générés automatiquement, etc., etc. Je vais reparler de ça un petit peu plus tard dans la présentation. Donc ça, c'est un autre moyen qui est relativement simple à mettre en place, mais qui là nécessite plus d'investissement de la part d'utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les User Community Programs. Donc là, vous avez un exemple avec User Voice de Power BI, qui est un outil de visualisation et de reporting, où en fait, on a un site web où nos utilisateurs vont pouvoir venir proposer des idées et les autres vont pouvoir venir voter sur ces idées. Et on peut même avoir une conversation. Donc là, vous voyez ici, en fait, quelqu'un de l'équipe produit a dit bah oui, ça y est, c'est bon, ce feedback-là, on vous a entendu et on a fait le boulot préliminaire. Ça y est, c'est dans notre roadmap. Voire, ça y est, la fonctionnalité, elle est sortie en prod et vous recevez un mail qui vous dit bah, la fonctionnalité que vous aviez proposée il y a 6 mois, ça y est, elle est en prod. Voilà. À côté, vous avez un forum, donc c'est du discours, là pour le langage Rust. Il y a aussi un certain nombre d'entreprises, je vous en citerai une un petit peu plus tard, qui utilisent les forums pour créer une communauté entre les utilisateurs, mais aussi être à l'écoute justement de comment la communauté discute et quels sont les besoins qui sont remontés par la communauté. Donc on a vu les personnes, les outils, les process. Quand est-ce qu'on fait cette écoute utilisateur? En fait, tout le temps. Du moment où vous avez une idée, vous pouvez déjà commencer à être à l'écoute des utilisateurs, jusqu'au moment où la feature elle est déjà en production, mais vous pouvez mettre un micro-feedback, justement, une fois que la fonctionnalité est sortie, pour voir si les gens sont contents, par exemple, de cette nouvelle fonctionnalité, si ça répond vraiment à leurs besoins, ou si, au contraire, des fois, ça les perturbe. Et pour ça, j'ai un exemple que je trouve assez intéressant, qui est aussi très très simple à mettre en œuvre, en termes de moyens humains et de moyens techniques. C'est Pierre De Wulf, qui est le co-créateur d'une startup qui s'appelle Scrapping Bee, qui est un service de scrapping web. Et il a un système où, en fait, de manière régulière, il va prendre les gens qui ont créé un compte, mais qui n'ont jamais utilisé leur free trial, qui n'ont jamais utilisé les crédits gratuits pour tester le compte. Il va leur envoyer un email qui est super personnalisé. Donc on voit bien que ce n'est pas un robot qui l'a écrit, mais c'est vraiment lui qui l'a écrit pour la personne. Et il arrive à avoir 30% de réponses à ces mails. C'est du cold emailing. S'il y en a un petit peu qui connaissent un peu les références de chiffres de réponses sur du cold emailing, 30%, c'est juste une exception. Voilà. Il y a bien des marketeurs et des marketeuses qui rêveraient d'avoir 30% de réponses sur ça. Et il a fait la réponse très simple. Vous voyez, la personne elle peut juste faire reply A, B, C ou engager la conversation si la personne le souhaite. Donc c'est un moyen qui est encore une fois très simple, basé sur les emails,
Vous pouvez le faire, même si vous avez Gmail, vous pouvez le faire, et qui donne du feedback très intéressant. Donc les personnes, les process et les outils, quelques-uns en tout cas, parce que bien évidemment il y en a d'autres, pour vous permettre d'être à l'écoute de vos utilisatrices et de vos utilisateurs. Donc là, on a vu quelques techniques pour être à l'écoute de ces utilisateurs. Maintenant, il y a une autre partie qui est, comme je vous le disais, très importante, c'est comment on passe de « on a écouté, on a noté le feedback » à « on rentre maintenant ce feedback, on le transforme en fonctionnalité » et puis on va jusqu'à développer et réaliser la feature. Parce que l'idée, ce n'est pas juste d'être à l'écoute des utilisateurs. L'idée aussi, on va le voir dans quelques instants, ce n'est pas de faire exactement ce que veulent les gens. Les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent, ils ne savent pas forcément ce qu'il est possible de faire. Et en général, dans des équipes tech un petit peu structurées, on a des chefs de produits qui savent ce qu'ils veulent, qui ont une vision, qui ont une stratégie. Donc l'idée, c'est plus d'informer cette stratégie que de bêtement implémenter ce que les gens nous demandent. Parce qu'on risquerait de se retrouver avec des applications sapin de Noël qui ont plein de fonctionnalités dans tous les sens, ce n'est pas cohérent et ce n'est pas ce qu'on veut. La première chose, c'est faire ce qu'on appelle le triage en anglais, le tri, en fait, l'organisation de ce feedback. Là, imaginez-vous, un matin, arriver chez Deezer, vous êtes employé, vous vous retrouvez avec 10 000 emails dans votre boîte aux lettres, et il faut les traiter. C'est cette étape-là. Comment on fait pour les trier de manière un petit peu intelligente et surtout qu'on va pouvoir traiter ensuite? On va essayer d'organiser ce feedback par catégorie. Tout d'abord, l'origine de ce feedback. Est-ce que c'est un feedback qu'un employé ou un membre de l'équipe a collecté directement? Est-ce que c'est un feedback interne? Faut faire attention à ça, c'est à double tranchant. Par exemple, chez Deezer, on était tous utilisateurs de l'appli Deezer, forcément, parce que c'est quelque chose de personnel et qu'on peut tous utiliser. Si vous faites une appli pour les chirurgiens, vous n'êtes pas forcément chirurgien, donc vous n'avez pas forcément le même retour. C'est dangereux, parce qu'on devient des super utilisateurs qui connaissent le système, qui connaissent plein de choses, et nos besoins ne représentent pas les besoins de la plupart de nos utilisateurs. Donc, fallait pas qu'on fasse une appli pour les employés de Deezer, il fallait qu'on fasse une appli pour tous les gens qui utilisent l'appli. Donc des fois, notre feedback était pertinent, des fois, bon, ça nous concernait pas forcément, ou on ne représentait qu'un petit fragment finalement des utilisateurs. Je vous donne un exemple. On avait quelques amateurs de musique classique. La musique classique, c'est pas juste un auteur, un interprète. Si on veut avoir toutes les informations, parce que la 5e symphonie de Beethoven fait par l'orchestre philharmonique de Sydney, c'est pas la même chose que la symphonie de Beethoven fait par un autre groupe. Il y a des gens qui suivent des chefs d'orchestre et qui veulent écouter tous les morceaux qui ont été enregistrés parce que ce chef d'orchestre était là. Et du coup, c'était des informations qu'on n'avait pas dans le catalogue. Mais en fait, 90% des gens s'en fichent. L'artiste, quand j'étais chez Deezer il y a 5 ans, l'artiste le plus écouté chez Deezer, c'était Jul. Donc savoir quel a été le chef d'orchestre, ce n'était pas forcément la priorité de tous les utilisateurs. On a fini par implémenter cette fonctionnalité, mais voilà, c'était un feedback interne, mais ça ne veut pas dire qu'il avait un poids finalement si important que ça. D'autres fois, il l'avait, mais voilà, c'est juste un moyen de jauger et d'avoir encore une fois un contexte sur quel est l'utilisateur qui nous a remonté ce feedback. Il y a d'autres sources qui sont très intéressantes de feedback. Par exemple, si vous avez des services clients qui sont derrière vos produits. Nous, le service client à Deezer, je peux vous dire que dès qu'on cassait quelque chose, eux, ils avaient 200 appels et 500 tickets qui s'ouvraient dans l'heure. Et donc, quand on les voyait s'affoler autour du desk, du helpdesk, on savait qu'il y avait un souci dans l'appli. Et donc, c'était des sources très intéressantes. On a mis en place des réunions bi-hebdomadaires avec le support client pour qu'eux nous fassent les remontées que leur remonter les utilisateurs. Chez Microsoft, on a par exemple des tickets commerciaux, on a des offres de support payantes pour nos grandes entreprises. Et donc, quand il y a un feedback produit qui vient d'un client par un support commercial, il a un certain poids parce que derrière, on peut mettre un chiffre d'affaires derrière ce client-là. Et donc, ça informe la décision.
Quel est le type de feedback? On appelle ça l'AREA dans notre jargon Microsoft. Est-ce que ça concerne les clients, le serveur, la documentation, l'accessibilité, la traduction, etc. Ça ne sera pas les mêmes équipes qui vont s'en occuper. Bien évidemment, quelle est la fonctionnalité et le produit qui est concerné par ce feedback. Et ensuite, il y a 2 métriques que l'on observait, qui étaient est-ce que le feedback était directement actionnable? L'appli ne marche pas, ce n'est pas un feedback actionnable. On ne peut pas transformer ça en ticket pour un dev. Par contre, l'export en CSV, quand je suis sur un ordinateur dont la langue du système d'exploitation est en anglais, ne fonctionne pas, ben ça, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus actionnable. Et ensuite, on surveille, on n'a jamais eu de quota, on avait ça chez Deezer aussi, de bug ratio. Sur tous les feedbacks qu'on reçoit, combien sont pour des bugs? Et l'idée, en fait, c'était de comprendre quand la tendance changeait, pourquoi la tendance changeait. Si on commence à avoir une augmentation des bugs qui sont reportés, pourquoi on a cette augmentation? Faire en sorte que le feedback soit actionnable, l'idée, c'est d'éviter ça. Ça, c'est le pire pour nos utilisateurs. Vous mettez une belle boîte à idées, et puis la boîte à idées, les gens mettent dedans les idées, et puis en fait, c'est un trou noir, et puis on n'en fait rien. Ça a un pire effet que de ne pas mettre la boîte à idées par défaut. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, peut-être dans des entreprises, des boîtes à idées qui ne servent à rien, mais ça donne un bon effet au début, et puis ça donne un mauvais effet à long terme. Et donc du coup, ce qu'on regarde, c'est chez Microsoft qu'on a un peu ces règles-là. Quel est ce commentaire-là, ce feedback-là, pour le transformer en succès? Est-ce qu'on a des métriques que l'on peut mettre derrière? Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Quel est le contexte, encore une fois, qui est très important, et comment on va le lier à nos objectifs? Si, par exemple, l'objectif du semestre, c'est la performance, eh bien forcément, tous les feedbacks que l'on a liés sur la performance, c'est des choses qui vont nous intéresser, parce qu'on peut dire, en fait, si on travaille ce feedback-là, ce feedback-là et ce feedback-là, ça nous aide à atteindre l'objectif d'équipe qu'on s'était déjà fixé avant qu'on reçoive ce feedback. Et donc, ça donne du poids en termes de management pour se dire, on a le temps d'avancer sur ce ticket-là. Faire de la place dans nos roadmaps, ça, c'est un petit peu compliqué. Quelle que soit l'échelle, même à l'échelle de Microsoft, les équipes produits sont débordées. Et donc, du coup, ce que j'ai mis en place dans différentes équipes à différentes échelles, avant Deezer, à Deezer et à Microsoft, c'est ces trois principes-là. Des budgets sur un sprint, donc en termes de story point ou en termes de golden ticket. Les golden tickets, on est en train de le mettre en place chez Microsoft. C'est que chaque advocate est auprès d'une équipe produit un golden ticket, un par an par exemple, ou un tous les 6 mois. Et en fait, c'est entre nous, advocates, on va choisir que ce truc-là est très important. Et c'est comme le golden buzzer dans America Got Talent. C'est-à-dire à partir du moment où on sort le golden ticket, globalement, ils sont obligés de l'étudier. Après, il y a des limites. Est-ce qu'ils sont tous obligés de le mettre en prod ou pas? Ça, c'est notre débat. Mais c'est obligé d'arriver jusqu'à la discussion d'équipe de sprint planning. Voilà. Les release note slots, ça, on le faisait chez Deezer. Chez Deezer, on avait un objectif. On faisait une release de l'appli mobile tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, il devait y avoir une update qui venait des utilisateurs et une update qui changeait, qui était visible par l'utilisateur. On avait des fois beaucoup de travail sur le moteur audio, sur le moteur de synchronisation, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne se voient pas forcément par les utilisateurs. Ce n'est pas un nouveau bouton, ce n'est pas un écran qui est plus simple à lire. Donc on se forçait d'avoir par release note, il y avait un emplacement qui venait du feedback utilisateur, un emplacement qui était visible par l'utilisateur, et on devait s'assurer, c'était peut-être un tout petit truc, mais à chaque release, il devait y avoir quelque chose qui rentrait là-dedans. Et puis enfin, des fois dans les organisations, on a des sprints qui sont consacrés à la performance, des sprints qui sont consacrés plus à réduire les bugs ou la dette technique. Et bien, si on a ce genre d'organisation, de mettre un sprint où on se dit là, en fait, on va essayer d'implémenter des fonctionnalités, des demandes qui viennent des utilisateurs. Ensuite, ce feedback-là, il ne doit pas être isolé dans son coin, dans son système, dans la boîte mail avec 10 000 emails non lus. Il doit surfacer, il doit être apparent partout dans notre quotidien de dev. Et donc, il faut l'afficher dans le backlog. Et donc là, vous avez des copies d'écran de notre backlog de produits feedback qu'on utilise en tant qu'advocate chez Microsoft. Donc, vous pouvez voir une partie des remontées de feedback qu'on a fait, avec à qui c'est assigné, quel est l'état, est-ce que c'est envoyé à l'équipe produit, est-ce qu'on a délivré quelque chose, est-ce que l'équipe produit a refusé ce feedback et pourquoi elle l'a refusé. On a plein d'informations de contexte
et on a un autre onglet avec encore plus d'informations de contexte. On a éventuellement carrément une requête à notre système d'analytics interne pour surveiller une métrique en disant on doit faire bouger cette métrique pour réussir à implémenter ce feedback, cette métrique-là doit bouger. Donc quand on aura mis en prod entre avant et après, on doit voir une différence dans ce métrique-là. Ça, c'est notre langage interne Cousteau, notre langage de notre système d'analytics sur les produits. Des choses qu'on mesure, combien de temps on a mis entre la remontée du feedback et le début du dev, combien de temps on a mis avant le déploiement, et combien de temps on a mis post-déploiement pour apprendre quelque chose. Parce que cette métrique-là, peut-être qu'il lui faut 15 jours ou 3 semaines ou un mois. Je donne un exemple, vous faites un logiciel pour des comptables, ou pour la paye elle intervient une fois par mois. Si vous réalisez votre feature juste après la paye de ce mois-ci, il va falloir attendre un mois pour apprendre quelque chose. Voilà. Et c'est normal. Et des fois, il va falloir attendre un petit peu. Et ensuite, là, on est sur une feature. Donc là, c'est un exemple. On est sur une feature. Donc ça, c'est un ticket qui est dans un backlog d'une équipe produit. Mais en fait, il y a un lien dans ce ticket-là vers l'item qui correspond, l'issue qui correspond au feedback. Ça veut dire que le dev qui reçoit la tâche, il peut remonter jusqu'au feedback utilisateur avec tout le contexte, avec le texte qui a été écrit par l'utilisateur, etc., pour comprendre le contexte, l'origine de cette feature. Alors en parlant de features et de tasks et de GitHub, alors on a certains projets, là c'est le cas d'un service sur Azure, où en fait on a carrément ouvert un repo GitHub pour utiliser juste les issues, pour recevoir les feedbacks des devs, des utilisateurs, et que les utilisateurs puissent communiquer avec l'équipe produit directement dans GitHub. Donc ça s'adresse bien à des gens qui font des produits pour les devs. Bon, si vous faites des produits pour les grands publics, ce n'est pas cette plateforme qu'il faut utiliser, bien sûr. Ensuite, montrer le feedback dans toute l'entreprise. Alors là, on est sur Teams, mais si vous utilisez Slack ou d'autres trucs, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez installer des bots, etc. Dans Teams, en fait, on a des plugins pour Azure DevOps, pour GitHub, pour Jira, qui nous permettent de créer, par exemple, une issue Jira depuis une conversation que l'on aurait avec quelqu'un du service client, ou pour partager une petite carte qui correspond à un ticket de feedback client qu'on a déjà dans nos systèmes. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on fait aussi chez Microsoft, c'est qu'on surface le feedback aux autres utilisateurs. Donc on a ça pour Windows, et là, pour Microsoft 365, on a même la roadmap qui est affichée, alors une partie publique. Donc ça, c'est un ticket qui a été demandé par des utilisateurs, et on communique sur le fait qu'on est en train de le développer, que la preview sort ce mois-ci en janvier, et la GA, donc la version production ready, sort en février. Donc ce feedback est même communiqué aux autres utilisateurs. Pour finir, vous avez vu un petit peu, il y a du tracking, je vous ai parlé de contexte, je vous ai parlé d'email, je vous ai parlé de notre système d'analytics, donc qui pompe les données de vos Windows pour savoir ce que vous faites. Donc comment on fait tout ça en respectant la vie privée de nos utilisateurs? Tout d'abord, si on est sérieux à propos de l'expérience utilisateur, on doit être sérieux à propos de la vie privée. Parce que la vie privée, c'est avant tout rapport au choix des utilisateurs. Et écouter les utilisateurs, c'est être en accord avec ses choix. La deuxième chose, c'est que on le voit dans les actualités, des lois comme GDPR sont de plus en plus appliquées, et donc on va avoir de plus en plus de soucis de GDPR, entre autres, dans les entreprises, et de condamnations. Et donc, plus on a des choix effectifs en matière de vie privée, moins on aura de problèmes par la suite. Alors, j'ai essayé de créer mes principes pour une collecte responsable de feedback utilisateur. Donc, il y a 4 principes qu'on va détailler. Le premier, c'est de séparer les données utilisateurs du feedback. La deuxième, c'est de donner le choix aux utilisateurs. La troisième, c'est de créer des chemins progressifs de collection de données utilisateurs. Et le dernier, c'est d'être transparent. Alors,
avant de dire on sépare les données PII de ce qu'on appelle PII, c'est Personally Identifiable Information. Donc c'est globalement les données, les types de données qui sont notamment soumis à GDPR et à d'autres lois dans le monde de gestion de la vie privée. En fait, c'est énormément de choses. Vous demandez le nom et le prénom, boum, c'est fini, vous avez une donnée personnelle que vous devez gérer. Vous demandez un email, vous avez une donnée personnelle que vous devez gérer. Vous collectez une adresse IP dans des logs, c'est une donnée personnelle. Vous avez une application où les gens sont anonymes, mais ils peuvent uploader leur avatar et mettre leur photo. Eh bien, un headshot, c'est-à-dire une photo de visage de quelqu'un, c'est une donnée personnelle. Parce que toutes ces données-là, en fait, on va pouvoir prendre cette donnée et la rattacher à une personne physique. C'est aussi le cas pour des choses qui sont un petit peu moins évidentes. Par exemple, un Session ID, qui est juste pour vous dans la base, ou un cookie de session, eh bien, c'est considéré comme une donnée personnelle. Et en fait, dès qu'on a une donnée personnelle, on a des droits et des devoirs qui sont associés. Notamment, les gens peuvent consulter ces données, vous devez indiquer la finalité des données, le temps de conservation, les gens peuvent, vous devez permettre aux gens de supprimer, de vous demander de supprimer l'intégralité de vos données. Et donc, si on commence à gérer ça dans un système de collecte de feedback utilisateur, ça peut devenir compliqué. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est Clarity. Donc Clarity, c'est un service de Microsoft gratuit qui permet en fait de faire des recordings de sessions utilisateurs. Donc c'est en live, donc je ne sais pas la session, ce qu'on va voir. Mais vous voyez en fait que vous pouvez suivre l'utilisateur dans son parcours sur votre site internet en ajoutant un petit bout de JavaScript sur votre site. Vous pouvez bien évidemment avec Clarity tout traquer, donc savoir quel est l'utilisateur, etc. Mais pour ça, il faut que vous fassiez un cookie banner, il faut que vous déscriviez les choses, etc. C'est compliqué. Ou vous pouvez configurer Clarity pour lui dire « je ne veux pas de cookies ». Et en fait, tout ça, ça va fonctionner, sauf que vous n'allez pas pouvoir suivre le parcours d'un utilisateur d'une page à une autre. En fait, dès qu'on change de page, on perd le contexte courant qui était en mémoire, et donc c'est une nouvelle session qui va apparaître. Mais si vous voulez juste améliorer en fait un écran, ben ça vous suffit tout à fait. Vous pouvez activer Clarity aussi que sur certaines pages, juste sur la page sur laquelle vous voulez collecter du feedback. Ça, c'est une chose. Mais dans la page, imaginons que je me connecte, je risque d'avoir « Bienvenue Christopher » sur ton application. Et là, si je mets « Bienvenue Christopher Maneux », pouf, c'est une donnée personnelle. Donc, dans la capture, je me retrouve avec une donnée personnelle. Bien, une autre fonctionnalité de Clarity, on ajoute un attribut à sa balise. Et en fait, vous allez avoir ce que vous voyez ici, en haut à gauche, en haut à droite, pardon. C'est qu'en fait, on peut masquer à Clarity des balises HTML. Et du coup, il va les remplacer par des petits points. Ce qui fait que tous les champs de formulaire et tous vos spans ou P qui affichent des données personnelles, vous pouvez dire à Clarity, non, mais ça, j'en veux surtout le stocke pas. Vous allez avoir le parcours utilisateur, les boutons cliqués, c'est ce qui vous intéresse le plus. Savoir que c'était Jean-Paul qui a fait le feedback, finalement, c'était peut-être pas si important que ça. Et ça, c'est très facile à mettre en place. Alors, je vous ai montré Clarity, mais en fait, c'est aussi une réflexion plus globale sur tous les outils d'analytics qu'on utilise dans nos sites. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'activer toutes les options, ou est-ce que finalement, si on met un petit peu moins d'options, on récolte le feedback dont on a besoin, on respecte plus la vie privée, et puis potentiellement, il y a moins de trafic data, il y a moins de trafic stocké, donc en plus, on fait un petit geste pour la planète. Ce n'est pas ça qui va sauver les phoques, mais bout à bout, ça peut aider. Autre chose que je trouve très intéressante, qui est faite par DuckDuckGo, donc DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche qui est connu justement pour supporter la vie privée. Eh bien en fait, eux, ils ont du tracking. Ils ont du tracking pour améliorer les produits, sauf qu'ils l'ont mis sur un nom de domaine séparé, qui est improving.duckduckgo.com. Donc si vous affichez la console réseau, que vous faites une recherche sur DuckDuckGo, vous verrez que ça envoie des requêtes à Improving. Et en fait, ce site Improving, c'est totalement séparé de tout le reste. C'est juste pour la collection de données à titre d'amélioration de l'expérience utilisateur. Ils expliquent très très bien, ça c'est une partie importante, ils expliquent en fait quelles sont la donnée qui est collectée, quel est le temps de rétention, pourquoi ils le font. Et je trouve ça très intelligent d'avoir séparé carrément jusqu'à avoir un nom de domaine séparé, ce qui concerne l'amélioration utilisateur de toutes les autres fonctionnalités du site. Et justement, j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai envie de le refaire.
et je fais un appel à contributeurs open source. J'ai fait un petit prototype de feedback utilisateur au sein de GitHub. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu le même système de micro-feedback que je vous montrais juste avant, et une interface derrière qui va séparer les ID des utilisateurs, etc., qui va les mettre dans un coin, et qui va afficher quelque chose, qui va créer une issue dans un GitHub. Avec, bon, là, il y a des données, c'est un POC, hein, donc voilà, ça ne respecte pas tout. Et en fait, avoir un système où si je fais #reply, ben en fait, ce que je mets en dessous, ça va l'envoyer à l'utilisateur sans que le dev ait accès à l'email de l'utilisateur qui a envoyé le système. Tout ça, c'est isolé, c'est une base de données auquel le dev n'a pas accès. Donc j'ai fait un petit proto, ça fonctionne. J'ai commencé à décrire sur The Feedback Project ce que je voulais faire. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par builder avec moi un système de feedback utilisateur privacy by design, rejoignez-moi. Et si vous n'êtes pas contributeur, mais que vous avez juste envie de suivre le projet, peut-être de l'utiliser, il y a aussi une issue où vous pouvez mettre un +1 sur GitHub, juste pour suivre le projet. Donner le choix aux utilisateurs de la collecte qui est faite, c'est quelque chose qui est important parce qu'un utilisateur peut très bien accepter par exemple les crash reports en se disant bon, si j'envoie au dev des infos sur les crashs, mon appli va moins crasher au bout d'un moment. Par contre, si c'est tout mon historique de consultation du navigateur, peut-être que ça, j'ai pas envie de le partager. Ça, Send Feedback, c'est quelque chose que l'on a dans Edge. Donc si je vais ici, Help and Feedback, je peux faire Send Feedback. Et j'ai cette fenêtre qui apparaît, où je peux décider d'inclure ou pas un screenshot, et puis d'envoyer les données de diagnostic. Oui, j'envoie tout, ou non, j'envoie rien. J'ai juste le texte. Et si je clique ici, j'ai un troisième choix qui est entre les deux, qui est le choix que vous avez à côté, où en fait on liste tous les types de données qu'on va envoyer, et vous pouvez activer ou désactiver certaines données. Donc envoyer toutes les données de crash, les données sur vos extensions, etc., mais pas envoyer les données de votre historique de navigation, en sachant qu'on n'envoie pas les liens que vous visitez. Autre chose, et ça c'est quelque chose que les gens ne font pas, c'est créer des systèmes progressifs de collection. Pour ceux qui ont déjà installé un Windows, à un moment donné, on vous dit « Est-ce que vous pouvez envoyer les données de diagnostic à Microsoft ?» Et là, on clique tous sur juste le minimum. On ne clique pas sur les diagnostics full. Bon, c'est dommage parce que c'est avec les diagnostics full qu'on est capable de bloquer, par exemple, des attaques par malware, par bot, etc. Parce qu'on collecte plus de données, ça nous permet de bloquer certains virus. Mais c'est votre choix. Mais du coup, on crée un chemin. On collecte quand même les données de crash, parce que ça, c'est important pour améliorer la qualité. Et puis, si les utilisateurs acceptent de nous donner plus de données, bon, on pourra faire plus de choses. Et être transparent sur ce qu'on collecte. En haut, vous avez Edge. Si on clique sur les petits liens que je vous montrais jusqu'avant, vous avez le JSON qui est envoyé. Donc, vous voyez exactement les données que l'on collecte. Et pour le diagnostic Windows, il faut installer une petite appli, le Windows Diagnostic Viewer. Et là aussi, vous voyez le JSON de toutes les données de diagnostic qu'on envoie. Donc, c'est très transparent. En fait, vous savez exactement ce qu'on récupère comme données si vous cliquez. Après, bon, si c'est vos parents qui ne savent pas lire le JSON, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, un dev ou autre pourra avoir accès à ce contenu. Pour conclure, si vous vous lancez dans ce merveilleux chemin qui est donner du bonheur à nos utilisateurs et à nos utilisatrices en les écoutant, il va falloir être persévérant. Là, je vous montre un user voice qui a été créé par un collègue en juin 2017, qui a été accepté par l'équipe produit en septembre 2019 et qui est sorti en prod en 2021, mais qui est sorti. Voilà. Je vous parlais des forums, je vous parlais de l'écoute utilisateur. C'est très bien pour des micro-feedbacks. On peut aller beaucoup plus loin. Doctolib, vous avez peut-être entendu parler de Doctolib Médecin, qui est une application qu'a sorti Doctolib pour vraiment gérer tout le cabinet médical, pas juste la partie rendez-vous. Donc faire les ordonnances, conserver les dossiers médicaux des patients, etc. Tout ça, ça a eu pour origine une discussion dans le forum de médecins utilisateurs de Doctolib. Et puis ensuite, ils ont fait des ateliers de co-construction avec des praticiens pour arriver jusqu'à sortir un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits, une nouvelle source de revenus, etc. etc. Je vous remercie. J'espère que vous n'avez pas eu trop de micro-frustration durant ce talk. Vous avez accès avec ce QR code ou ce lien aux slides.
à toutes les références que j'ai citées dans le talk, au petit formulaire d'évaluation pour noter cette session et toutes les autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je suis encore là si vous avez des questions sur le stand de Microsoft. On a 15 secondes pour les questions. Merci, je suis encore là si vous avez des questions et bonne fin de Tour Tech jour 2 à vous.